Oui, bonjour à tous. Je m'appelle Henri Constant, je suis maître de conférence en psychologie de la santé à l'école des hautes études en santé publique, HESP, que certains d'entre vous connaissent peut-être, à Rennes. Et je vais discuter avec vous de comment mettre en pratique les sciences comportementales en prévention et promotion de la santé. Donc pour commencer, en France et ailleurs, la prévention consiste essentiellement à promouvoir les comportements sains, les comportements désirables, à coup d'injonctions. Injonction incitative ou injonction restrictive, pour pousser les gens à suivre les nombreuses et parfois changeantes recommandations qui existent en santé. Donc l'alimentation, l'activité physique, l'alcool, l'hydratation, etc., etc., etc. Il faut aussi reconnaître qu'elles sont parfois contradictoires. Par exemple, actuellement, je crois qu'on a droit à 10 centilitres de jus de fruits par jour, et pas tous les jours. Ça vient de sortir. Sachant qu'on a droit à 2 verres d'alcool, qui fait 50 centilitres de bière. La main droite ne sait pas ce que fait la main gauche et aucune des deux n'est connectée au cerveau. Ceci étant dit, on a quand même des résultats assez mitigés en termes de comportement. Par exemple, on a le plan national nutrition santé en France, depuis plus de 20 ans. Ça a commencé en 2001. Et au cours de la même période, les taux d'obésité et de surpoids n'ont pas cessé d'augmenter. Donc on peut très clairement dire qu'on a des résultats mitigés de cette approche, notamment chez les populations les plus précaires. Et ça, c'est expliqué en partie parce qu'il n'y a aucune prise en compte des sciences sociales et comportementales dans tous ces plans, dans tous ces programmes. On ne sait pas, les gens ne savent pas ce que c'est qu'un comportement. Ils ne savent pas non plus comment le changer. C'est pas moi qui le dis, c'est l'IGAS en 2017. Alors, pour être efficace, il faut comprendre un petit peu ce que c'est qu'un comportement. C'est une action observable, ça tout le monde le sait. Un comportement, c'est surtout multifactoriel. Ça résulte de l'interaction permanente entre différents facteurs, individuels, sociaux, sociétaux, contextuels, etc. Ils sont largement automatisés. Nos comportements quotidiens sont largement automatisés, ce sont des habitudes. Donc très difficiles à changer. Elles se font assez souvent sans décision consciente. Elles sont toujours orientées vers un but. Il y a toujours une récompense, quelque part, ou un résultat attendu. Il n'existe aucun comportement gratuit. On agit toujours pour une raison. Et ils ne sont que partiellement rationnels, c'est-à-dire qu'ils n'obéissent pas à la logique, toujours à la logique scientifique telle que nous, on l'aperçoit. Et le moteur nucléaire de tout comportement, c'est la motivation. Ou plutôt l'état motivationnel, c'est-à-dire l'état psychologique et physiologique qui va venir activer le comportement à un moment donné. Cet état motivationnel, il peut varier au cours du temps. Des fois, on est très motivé pour faire les choses le matin et plus du tout l'après-midi après le repas, par exemple. Donc l'état motivationnel, c'est quelque chose qui bouge, c'est quelque chose qui varie. L'état motivationnel est créé par des processus cognitifs, les attitudes, les croyances, les connaissances. C'est pour ça qu'on essaye d'éduquer les gens à la santé, de monter leurs connaissances. Mais aussi et surtout par des processus qui sont émotionnels et inconscients, tels que les désirs, les impulsions, les envies, les besoins. Et tous ces processus inconscients et émotionnels, ils sont très fortement liés à notre identité, à notre image de soi, à nos valeurs, à nos priorités, à comment on se voit. C'est ça en fait qui va créer de la motivation. C'est qui on est, comment est-ce qu'on se voit. Donc si on veut modifier les comportements, si on veut être efficace pour modifier les comportements, il faut agir sur ces fameux processus motivationnels, ces processus qui vont venir alimenter l'état émotionnel d'une personne ou d'une population. On a le modèle COMB, qui date de 2011, qui est assez récent, qui nous indique que si on veut agir sur les processus motivationnels, il faut cibler les processus réflexifs et inconscients qui activent ou inhibent l'action. Il faut également cibler les capacités physiques et psychologiques qui permettent aux individus d'agir, c'est les fameuses compétences psychosociales dont vous avez peut-être entendu parler. Et puis, il faut également agir sur les environnements physiques et sociaux qui, eux aussi, peuvent activer ou inhiber l'action.
Donc vous avez 3 composantes sur lesquelles il faut agir si vous voulez arriver à modifier les comportements. Il faut toujours adapter la prévention au processus motivationnel. Ça veut dire lier le changement de comportement aux aspects considérés comme importants par un individu. Ça implique quoi? Ça implique de savoir à qui on s'adresse. Qui il y a en face de nous? Quelles sont leurs valeurs? Quelles sont leurs priorités? Qu'est-ce qui est important pour eux? Et on se sert de ça pour faire passer le message. La santé, ça n'est pas la priorité de tout le monde. Et des fois, c'est même pas une priorité du tout. La santé, c'est souvent la priorité des gens qui sont déjà en bonne santé, qui sont CSP+, font du sport, font du vélo, etc., etc. Ceux-là, ils sont en bonne santé, il n'y a pas de problème, parce que c'est leur priorité. Il y a plein de gens pour qui ça n'est pas la priorité numéro 1. Ils ont d'autres choses à s'occuper dans la vie, et parfois, eh bien, leur identité, leurs valeurs, leur priorité, eh bien, ça n'est tout simplement pas la santé. Donc le message, il va tomber complètement à plat. Augmenter le sentiment d'auto-efficacité, c'est extrêmement important. Les gens doivent se sentir efficaces pour opérer des changements. Ça veut dire que si vous leur fournissez des buts impossibles à atteindre, ils ne vont même pas vous écouter. Ils vont juste ignorer le message. Si vous dites à un fumeur d'arrêter de fumer, pour vous, c'est évident. C'est la santé. Pour lui, c'est monter l'Himalaya pour après-demain. Si on vous disait « soyez au l'Himalaya après-demain », bah, vous direz non. Le fumeur à qui vous dites d'arrêter maintenant, il dira non aussi, parce que c'est un but impossible à atteindre. C'est pareil pour l'alimentation, c'est pareil pour l'activité physique, etc. Il faut toujours avoir des buts qui soient réalistes, faciles à atteindre. Et là encore, ça implique de s'être intéressé à qui vous avez en face, à qui vous donnez le message. Former des habitudes saines, plutôt que d'en changer, plutôt que d'essayer de changer, ça veut dire qu'il faut agir de manière extrêmement précoce. C'est très difficile de changer d'habitude. On peut changer. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut changer une habitude. La mauvaise, c'est qu'il n'y a rien de plus difficile à changer qu'une habitude. Ça veut dire que soit vous faites des plans extrêmement coûteux, enfin, même bien faits, mais qui peuvent être efficaces, mais qui vont être très très ambitieux pour faire changer les gens d'habitude, soit vous essayez de former des habitudes saines le plus tôt possible. C'est pour ça qu'il faut intervenir dès l'école primaire. C'est beaucoup plus facile de former des habitudes chez les enfants. Après, ça fait des adultes avec de bonnes habitudes plutôt que de changer des mauvaises habitudes chez les adultes. Et puis, lier les choix de vie sains à des émotions positives, en finir avec une certaine conception punitive de la santé publique qui repose finalement sur la peur de la maladie ou de la mort, ou sur la culpabilité, ou sur la morale, hein, ou sur les injonctions du genre si tu ne manges pas ta haricots verts, tu n'auras pas de dessert. Voilà, ça a dégoûté des générations d'enfants des haricots verts. Il faut également personnaliser le message, personnaliser la prévention. Alors nous, à Rennes, au CHU, entre le CHU et le HESP, on a designé une petite intervention motivationnelle, donc de repérage et intervention brève des habitudes de vie, qui permet justement de personnaliser l'intervention. Le patient il remplit un petit questionnaire, enfin des questionnaires sur tablette, donc qui permet de renseigner son alimentation, activité physique, alcool, tabac, hydratation, sédentarité. Et puis, une application va faire ce qu'on appelle un feedback personnalisé, c'est-à-dire que sur 18 critères, donc les critères alimentaires, alcool, activité physique, sédentarité, eh bien il dira cette habitude-là, elle correspond aux recommandations, donc elle sera en vert sur une petite réglette, tout va bien. Par contre, à certains moments, elle peut être en excès ou en déficit. Ça peut être sur les céréales complètes, ça peut être sur autre chose, sur les protéines, sur les fruits et légumes. Dans ce cas-là, la petite réglette, elle sera sur un repère jaune. Et puis si vraiment l'habitude de vie est très en excès ou très en carence par rapport aux recommandations, eh bien ça sera dans le rouge. Donc ça permet de situer les habitudes de vie du patient par rapport aux recommandations, encore une fois sur 18 critères. Et ça, c'est pas la fin, parce que ça, c'est uniquement un point de départ pour pouvoir ensuite discuter avec le patient au cours ce qu'on appelle un entretien motivationnel, c'est-à-dire un entretien qui permet de guider le patient vers ses propres raisons de changer et ses propres stratégies de changement. Il ne s'agit pas de le juger, il s'agit d'être dans l'empathie. On essaie de comprendre ce qui se passe, on essaie de comprendre pourquoi tout ça existe, et puis on essaye de dire quelles seraient pour vous les bonnes raisons de changer, et quels seraient pour vous les bons moyens d'y arriver. Voilà. Et bien entendu,
on se fixe un nombre limité d'objectifs réalistes et réalisables à atteindre, et tout ça, bien entendu, avec l'accord du patient. Cet effet, cette intervention, c'est entre guillemets un one-shot, c'est-à-dire que si on le voit à l'hôpital une fois, et puis on fait le feedback, on fait l'entretien et on fixe des objectifs. Si on veut réellement que l'intervention soit efficace, eh bien, il faut également agir sur l'environnement, c'est-à-dire fournir aux patients des opportunités environnementales de changer, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a été à l'hôpital, qu'il a eu ses objectifs, eh bien, ça soit raccordé avec des ressources auxquelles il peut avoir accès entre deux consultations pour bien l'aider à changer de comportement, soutien informatif, soutien social, soutien instrumental. Voilà, ça c'est un peu la phase 2 du projet CliniCap. Quand on aura terminé la phase 1, ça sera de connecter l'application avec des ressources externes adaptées au profil du patient. En population générale, l'intervention la plus efficace, très clairement, c'est ce qu'on appelle l'approche par milieu de vie. Peut-être vous en avez entendu parler, on appelle ça également approche communautaire, c'est beaucoup fait aux États-Unis. L'idée, c'est quoi? C'est d'intervenir dans des lieux de vie, dans des communautés, au sens large du terme. Pourquoi? Parce que dans ces communautés, il existe des dynamiques sociales qui sont extrêmement puissantes. Il existe des dynamiques sociales préexistantes à l'intervention, comme les hiérarchies, comme l'influence des pairs, comme l'imitation, comme le role modeling. Il y a des leaders, il y a des gens dans toute communauté, dans tout milieu de vie, il y a des leaders par exemple. Et il y a des gens qui vont obéir plus ou moins à ce que le leader va dire, y compris en classe d'ailleurs, ce qu'on appelle les peer leaders. Donc l'approche communautaire ou l'approche par une vie, ça consiste à comprendre ces dynamiques sociales et à s'en servir pour faire passer l'intervention. Ça a été beaucoup utilisé aux États-Unis, par exemple chez les Afro-Américains, dans certaines communautés religieuses afro-américaines, parce que c'est vraiment une population qui a des gros problèmes de poids. Donc on a impliqué les pasteurs, par exemple, dans les interventions, et ça marchait très bien. En France, évidemment, on n'a pas du tout la même culture, mais on peut intervenir dans les administrations, dans les universités, dans les entreprises, dans les clubs, dans les quartiers, et je vous en parle aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement important dans les écoles primaires. On a en France un programme qui est absolument excellent, un programme de promotion de la santé, qui a d'excellents résultats, qui s'appelle le programme Vivons en forme. Dans ce programme, ils interviennent dans les écoles primaires pour améliorer les comportements des enfants entre 6 et 11 ans, notamment en ce qui concerne l'alimentation et l'activité physique, mais pas que. On travaille aussi sur les écrans, sur le sommeil, sur le bien-être, etc. C'est quoi les caractéristiques de ce programme? Eh bien, c'est que d'abord, l'organisation est toujours au niveau local. C'est-à-dire que c'est pas un programme top-down. On va dire aux gens, on va arriver en disant aux gens, voilà ce que vous devez faire. Ce sont les municipalités qui viennent solliciter les professionnels du programme VIF, et ils vont leur demander qu'est-ce que vous voulez faire. Voilà, et les gens du programme VIF vont dire aux gens, aux municipalités, qu'est-ce que vous voulez faire, sur quoi vous voulez travailler. Et c'est les municipalités elles-mêmes qui vont designer leur programme, à la demande. Ce programme Vivant en forme forme des personnels municipaux en charge de la cantine et des temps d'activité périscolaire. Donc, ce sont des gens qui sont déjà au contact avec les enfants, donc il y a déjà des interactions avec les enfants qui existent, et ils sont déjà en charge de l'alimentation et de l'activité physique des enfants. Donc il n'y a pas de charge de travail supplémentaire pour ces personnels. En revanche, les profs, les enseignants, on ne les oblige pas à participer parce qu'ils s'en fichent. Ce n'est pas leur problème. Pour eux, l'alimentation et l'activité physique, ce n'est pas leur métier. Ils ont une grosse charge de travail par ailleurs. Ils sont un petit peu intéressés par la thématique sommeil et gestion des écrans parce que les gamins ont tendance à s'endormir en classe. Mais en tout cas, on ne les oblige pas à participer. Et on n'oblige jamais personne à participer à un programme de promotion de la santé. Jamais. Votre programme, il va se planter, et au bout d'un moment, il va mourir comme une baleine échouée sur une plage. C'est ce qui s'est passé pour le programme Santé, Éducation, Territoire. Voilà. C'était un énorme truc qui a donné des résultats catastrophiques. Voilà. Et puis, c'est toujours fondé sur l'apprentissage expérientiel, donc c'est à base d'expériences interactives, amusantes, éducatives pour les enfants, et pas sur des cours sur le fait que les salades, c'est bon pour la santé. Parce que ça n'intéresse personne. D'accord ? Et puis, ils ont également des outils extrêmement intéressants, je ne vous en ai pas apporté, mais qui sont toujours issus de ce qu'on appelle le marketing social, et qui sont testés en lab avant d'être déployés dans les différents endroits du programme. Alors, 827 enfants appartenant à 4 écoles
distinctes, 4 écoles de villes différentes. Ayant toutes participé au programme, 827 enfants ont été pesés et mesurés en 2011 et en 2015. Ils avaient entre 6 et 7 ans en 2011 et 10-11 ans en 2015, donc il y a 4 ans d'écart. Et sur ces 4 ans, il y en a la moitié des enfants qui étaient en situation de surpoids ou d'obésité. Et bien la moitié de ces enfants ont amélioré leur statut pondéral. Donc les enfants en surpoids sont passés en statut normopondéré, les enfants en obésité ont pu passer en statut surpoids ou normopondéré. 50% d'amélioration du statut pondéral en 4 ans, il n'y a aucun programme qui a jamais fait ça. Peut-être qu'il y en a qui ont eu des bons résultats, sauf que comme la plupart ne sont pas proprement évalués, on ne sait pas. En tout cas, celui-là a été vraiment très très bien évalué, puisque 827 enfants suivis sur 4 ans, c'est quand même très rare. Et on a vraiment un pesage qui a été, qui a été extrêmement bien réalisé. Il faut aussi savoir que ceux parmi les enfants qui n'ont pas changé de statut pondéral, donc qui sont restés en surpoids ou en obésité, eh bien la gravité de leur surpoids ou d'obésité a diminué, ce qu'on a pu voir grâce à une évolution du Z-score, ce qu'on appelle le Z-score, c'est un petit score qui permet de mesurer justement le taux de gravité, le taux de sévérité d'un surpoids ou d'une obésité. Autre manière de modifier, de modifier les comportements ou de changer de comportement, l'environnement physique. Alors vous avez peut-être tous entendu parler des nudges, le fameux nudging. Donc le nudging, c'est une approche qui est relativement intéressante, également issue du marketing social. C'est en fait en faisant de toutes petites modifications de l'environnement, dans l'environnement physique, on va modifier la probabilité d'un comportement. Typiquement, et puis vous avez différents types de nudge. Le nudge qui est à base d'informations, donc le Nutri-Score que vous connaissez tous. Les nudges fondés sur l'émotion, qui vont essayer de provoquer une expérience émotionnelle positive associée au choix sain. Et puis les nudges qui vont agir directement sur le comportement sans forcément qu'il y ait eu une intention préalable, sans passer par la cognition ou l'émotion. Le comportement sera directement ciblé sans forcément que la personne en ait conscience. Typiquement, ça va être la taille des portions dans les cantines, la taille des assiettes ou bien la disponibilité des aliments sains dans l'environnement. Ce qui est intéressant, c'est qu'en réalité, les nudges fondés sur l'information, comme le Nutri-Score, c'est eux qui ont le moins grand effet. En fait, ils n'ont pas tellement d'effet. Pourquoi ? Parce que pour utiliser le Nutri-Score, il faut avoir une intention préalable d'utiliser des aliments sains. Donc au final, ça va être utilisé par des gens qui sont déjà en bonne santé, des gens qui font déjà attention à leur alimentation. Au contraire, les nudges qui fonctionnent uniquement, qui vont cibler directement le comportement, c'est eux qui vont avoir le meilleur effet, tout simplement parce que quelle que soit votre intention comportementale, le nudge va être actif. Donc tout ça pour vous dire qu'il existe différents types de nudge. On a beaucoup entendu parler du Nutri-Score, c'est un nudge parmi d'autres dans ce qu'on appelle le labeling, c'est-à-dire le fait de donner un nom aux aliments, de donner un label aux aliments. Ce n'est pas nécessairement le plus efficace. Et puis ce n'est pas nécessairement celui qui va diminuer les inégalités sociales de santé non plus. D'accord ? Pour conclure, parce que j'ai quand même essayé de faire vite, j'aurais pu vous dire tellement plus de choses. Tout ce dont je vous ai parlé, les processus motivationnels, les opportunités sociales, la motivation, les opportunités physiques, c'est des choses qui sont connues et utilisées depuis très longtemps, mais pas par la santé publique. Et j'ai tendance à dire que n'importe quel directeur de supermarché est plus expert en sciences comportementales que toute la santé publique française réunie. Ce qui est un problème, parce que les comportements, c'est quand même quelque chose de relativement important en santé. Ça peut avoir un effet, le tabac, l'alcool, tout ça, on n'y pense pas, mais si en fait. Donc, on a du chemin à faire pour acculturer les acteurs de santé publique aux sciences comportementales. La plupart du temps, je demande aux gens, est-ce que vous avez eu ne serait-ce qu'une heure de formation en sciences comportementales ? Et en général, j'ai assez peu de mains qui se lèvent. Voilà. Et
puis les psychologues, ils ont leur part de... Moi, je suis psychologue clinicien à la base, mais on a notre part de responsabilité aussi, c'est que la santé publique, ça ne nous intéresse pas. En fait, il y avait une sorte de désintérêt réciproque entre la santé publique et la psychologie clinique. Si on veut être vraiment efficace en prévention, et c'est peut-être mon message de fin, il faut avoir une approche qui soit holistique. C'est-à-dire faire une prévention qui soit précoce, le plus tôt possible. Encore une fois, je donne l'exemple de l'école primaire, j'imagine que voilà, les maternités, c'est aussi l'endroit où il faut agir vraiment, mais où il faut mettre les moyens. Fondé sur l'empathie, c'est-à-dire savoir qui on a en face de nous, quelles sont les valeurs, quelles sont les identités, et adapter l'intervention en fonction de ça. Jamais dans le jugement, jamais dans la moralisation, jamais dans la culpabilisation, jamais dans la peur. N'oubliez jamais que la peur est une émotion paralysante. Ce n'est pas une émotion qui fait agir, c'est une émotion paralysante. Vouloir faire peur aux gens, ça ne marche pas. Elle doit être multicomposante, cibler à la fois l'individu et l'environnement. Donc, on n'est pas les victimes de notre environnement, c'est pas vrai. Hein, ça, c'est une posture idéologique. Le comportement, c'est l'interaction entre l'individu et l'environnement, il faut cibler les deux. Dans tous les milieux de vie, de préférence, on peut rêver. En milieu de soins primaires, ça serait bien. Si par exemple, on pouvait faire du dépistage, les généralistes font du dépistage en systématique, etc. Et puis à l'hôpital, il ne faut pas oublier l'hôpital, il y a plein de patients, nous on fait ça en service de maladie du foie, en service de nutrition. Les patients hospitalisés peuvent aussi bénéficier d'interventions comportementales efficaces pour améliorer leurs habitudes de vie. Toujours adapté, toujours efficace, toujours prolongé. Je vous remercie de votre attention.